Notre invité ce matin, Alain Jakubowicz, célèbre avocat pénaliste. Bonjour. Bonjour. Non, célèbre, oui, célèbre. Avocat de Nordal-Lelandais, avocat de Nicolas Hulot aussi, mais ce matin on va parler de Nordal-Lelandais, mais aussi ancien président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et je vous parlerai tout à l'heure de la décision prise par la Pologne concernant les crimes nazis commis en Pologne. Alain Jakubowicz, décision prise hier, Nordal-Lelandais a été maintenu au centre hospitalier du Vinatier, à Bron, près de Lyon, unité hospitalière spécialement aménagée pour les détenus en souffrance psychologique, hospitalisés par précaution. Hospitalisé par la médecine, comme cela doit se faire. Des médecins ont estimé que sa place, au moins momentanément, était dans cette unité. Dont acte, je tiens quand même à préciser, puisque la rumeur a circulé, que, évidemment, l'avocat n'est pour rien dans ce type de décision. Et heureusement, il ne suffit pas à un avocat de dire « je souhaiterais que mon client sorte de la maison d'arrêt ». Qui décide? Bien sûr la médecine, bien sûr les médecins hospitaliers, en accord avec les juges d'instruction. Voilà, c'est ainsi que fonctionne notre institution judiciaire. Risque de suicide? Écoutez, je ne le sais pas, c'est à la médecine de le déterminer, mais évidemment, cet homme se trouve dans la situation d'un homme qui est confronté au sujet qui nous occupe en ce moment. Sera-t-il auditionné jeudi comme prévu? Je l'ignore. C'est au juge d'instruction et au médecin d'en décider si l'audition doit avoir lieu. Évidemment, nous serons à ses côtés. Il peut être entendu au centre hospitalier aussi, c'est possible. Absolument, les magistrats instructeurs peuvent se déplacer également. C'est à eux, qui sont maîtres de leur instruction, de décider ce qu'il y a lieu de faire. La famille de Maëlys attend qu'il dise, qu'il raconte, qu'il explique. La famille d'Arthur Noyer attend également. Vous avez entendu cet appel Bien des sûr. parents d'Arthur Noyer? Bien sûr. Qui lui disent « dites-nous la vérité », qui le supplient de dire la vérité. Mais je les entends comme vous les entendez, comme chacun d'entre nous les entend. Voilà, simplement, mon rôle à moi est un rôle différent ou autre. Mon rôle est aujourd'hui d'être à côté de l'homme dont on attend qu'il fasse des déclarations et qu'il dise la vérité. Et je dois l'accompagner dans cette tâche. C'est le rôle de l'avocat. Votre rôle n'est pas de le conseiller, de le pousser à parler, de le... Mon rôle est Où est la limite, là, justement, avec Nordal-Lelandais? Mon rôle est de l'assister. Oui. Une seule personne connaît la vérité, lui. Ce qu'est la vérité. Ensuite, il y a une vérité judiciaire qui se dégagera d'un procès qui aura lieu le moment venu. Mais effectivement, il y a plusieurs temps dans un dossier. Il y avait un temps antérieur à la découverte par la police scientifique de ces gouttes de sang qui, effectivement, ont changé la nature du dossier et qui ont amené Nordal-Lelandais à modifier son axe de défense, accompagné, conseillé effectivement par un avocat, comme un avocat doit le faire. Comme vous l'avez conseillé. Et vous l'avez conseillé, le lundi vous apprenez que ces gouttes de sang ont été retrouvées. Vous allez le voir le mardi, c'est cela? Je ne me souviens pas des jours, Oui, mais oui. je fais mon travail d'avocat. Et là, vous parlez avec lui? Bien sûr, je parle avec lui. Et là, mais vous lui dites les nouveaux éléments que vous avez en votre possession, que la justice a ce qui en se sa possession. dit à ce moment-là Oui. fait partie de mon métier, de mon serment. Du secret. Et du secret absolu. Et je pense que chacun doit comprendre que on doit préserver ce secret. Le secret que vous devez à qui? Que je dois à mon client, que je dois au serment que j'ai prêté, sans lequel il n'est pas possible de conseiller. Comment voulez-vous que une personne se confie à son avocat si ce qu'il dit vient sur la place publique? Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Il a promis de s'expliquer après la découverte du corps. Il a promis de s'expliquer sur le reste, sur les conditions dans lesquelles l'enfant a été tué. Il devra s'expliquer. Il va le faire? Bien sûr. Il dira ce qu'il estime devoir dire et voilà, c'est ainsi que fonctionne. Parce que la question qu'on se pose aussi, c'est s'agit-il d'un crime ou d'un assassinat? Est-ce qu'il y a eu préméditation ou pas? C'est l'une des questions qu'on se pose. Ou, comme il l'a indiqué sommairement, d'un accident, car aujourd'hui, d'après ce que nous avons compris, c'est sa vérité. Il l'aura à l'exprimer, il l'aura à l'étayer. L'avocat de la famille d'Arthur Noyer demande aussi des précisions à Nordal-Lelandais. Il est mis en examen dans la disparition oui. d'Arthur Noyer. C'est un fait objectif. Il y a des indices graves et concordants contre lui.
Sinon, il n'aurait pas été mis en examen. C'est ce que prévoit le Code de procédure pénale. Il vous a parlé d'Arthur Noyer? Ça ne vous regarde pas, et je ne vous en dirai rien. Vous allez lui en parler? Évidemment, puisque c'est mon rôle. Il vous a menti Ça pendant plusieurs mois? Non. Non. Il a exprimé sa vérité, qui s'est avérée être inexacte, pas à moi, au juge d'instruction, à la famille de Maëlys. Et effectivement, c'est un vrai sujet, mais j'ai rappelé et je rappelle, même si ça heurte, que le mensonge, en droit français, contrairement aux États-Unis d'Amérique, n'est pas un délit. Et qu'un prévenu, un mis en examen, a le droit de mentir. Il le fait à ses risques et périls, bien sûr. Mais le mensonge fait partie des axes de défense, ainsi est notre loi. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, et je suis effectivement, d'une certaine façon, un gardien de cette loi. On a le droit de mentir, à ses risques et périls, je le répète. Pourquoi avez-vous choisi de défendre Nordal-Lelandais? Mais je n'ai pas choisi de défendre Nordal-Lelandais. C'est lui qui vous a désigné? Évidemment, et c'est ce que je rappelle toujours aux jeunes avocats. Vous savez, il y a quantité d'avocats qui sont tous les plus compétents les uns que les autres. C'est un honneur en toutes circonstances, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet, lorsqu'un salarié licencié choisit un avocat pour aller devant le Conseil des prud'hommes, lorsqu'une femme va voir un avocat parce qu'elle a été frappée ou parce qu'elle veut divorcer, c'est un honneur qui est fait à l'avocat, parce qu'on lui donne sa confiance. Vous savez, je fais souvent le parallèle entre l'avocat et le médecin. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous devez subir une intervention chirurgicale, vous choisissez votre praticien sur la base de la confiance. Et l'avocat, c'est la même chose. Donc, un avocat ne choisit pas ses clients. C'est le client qui choisit l'avocat. C'est la dernière chose qui nous reste. Nous sommes une profession libérale. Nous avons la possibilité de dire non à tout moment. Et je crois que c'est ce qui fait la grandeur de notre profession. La grandeur de votre profession, un métier bien difficile. Bien difficile quand vous entendez les familles. Famille de Maëlys et famille d'Arthur Noyer, qui s'interrogent, qui se demandent pourquoi on a transféré Nordal-Lelandais dans une unité de soins. Pourquoi? Pour des angoisses? Pour des sueurs froides? Pour ça? Mettez-vous à la place des familles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire encore une fois, Monsieur Bourdin, je comprends leur souffrance, bien évidemment. Oui. Je suis un homme, je suis un père de famille. Bien sûr que j'entends tout cela, bien sûr. Mais il y a des institutions, ce sont des médecins qui ont pris ces décisions. Et d'une certaine façon, puisque l'angoisse, j'ai entendu la famille Noyer, j'ai entendu évidemment la famille de la petite Maëlys. Ce qu'ils craignent, c'est qu'il n'y ait pas de procès, qu'on ne connaisse pas la vérité. Et pour cela, effectivement, il faut préserver l'intégrité physique. Chacun doit concourir absolument à la vérité. C'est l'état de droit. À la découverte de la vérité. C'est l'état de droit. Vous, comme les autres? Moi, j'ai un rôle qui est celui d'auxiliaire de justice, qui est celui d'accompagner la personne qui est mise en examen. C'est l'honneur du barreau. D'ailleurs, vous dites souvent, être avocat est une mission. Je dis que être avocat, d'abord, moi, je me rappelle ce qu'un ancien bâtonnier m'avait dit. L'avocat est un homme seul. Voilà, face à sa conscience, face à un client, face à des problématiques qui sont extrêmement complexes et qui demandent effectivement parfois d'avoir le cuir un peu dur. Voilà, mais je crois que c'est une mission indispensable dans un état de droit et dans une démocratie. Vous ne me direz pas les échanges que vous avez eus avec Nordal-Lelandais, vous avez raison, c'est le secret professionnel. Mais moi, je vous posais une question. La première fois où vous l'avez rencontré, le premier entretien, quel sentiment avez-vous eu? J'ai rencontré un homme. Oui. Je n'ai pas rencontré un monstre, j'ai rencontré un homme. Il y a d'ailleurs en tout homme une part d'humanité en toutes circonstances. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'il faisait partie de l'humanité. Un homme peut commettre des actes monstrueux, ça n'en fait pas un monstre. Et encore une fois, lorsque je dis cela, je ne dis pas qu'il a commis des actes monstrueux. Mais évidemment, il y a c'est une différence majeure qu'il y a avec vous, avec tous les gens qui en parlent, c'est que personne ne l'a rencontré, personne ne l'a vu, personne n'a parlé avec lui, personne n'a parlé avec sa famille. Et encore une fois, je dis simplement, on m'a reproché de vouloir humaniser Nordal-Lelandais. Nordal-Lelandais est un humain. Peut-être les familles des victimes. Je le comprends. Et si c'est le cas, du fond du cœur, je m'en excuse parce que c'est pas du tout l'objet qui est le mien. Et ce n'est pas non plus le rôle qui est le mien. J'ai toujours été respectueux des familles de victimes pour avoir moi-même accompagné dans ma carrière en nombre de circonstances des familles de victimes. Je sais ce que c'est, mais il faut rappeler le rôle de chacun dans un procès pénal. C'est indispensable. Vous avez dit « je tiens
à le dire, je suis fier d'assister un homme que l'on traite de serial killer sans l'ombre d'un commencement de preuve. Le Landais est un homme qui fait partie de notre humanité, de notre communauté des humains, et c'est le rôle d'un avocat d'être à ses côtés. Vous ne retirez rien. Je suis fier de porter la robe que je porte. Je suis fier d'être avocat et je suis fier effectivement aussi parfois d'être une sorte de lanceur d'alerte en disant à notre société « prenez garde, prenons garde ». Notre système judiciaire qui n'est pas aussi mauvais que ce que l'on dit généralement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, notamment pour des magistrats. Je voudrais rappeler cette conférence de presse admirable, extraordinaire de Madame le procureur de la République de Besançon dans l'affaire Daval, dont d'ailleurs la presse a très peu parlé, parce qu'elle a dit des choses terribles et des choses merveilleuses sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Rendons à notre justice et aux juges le rôle qui est le leur. Et peut-être que parfois, nous avons tous un examen de conscience à faire, et les journalistes aussi, parfois. Alors justement, je vais y venir. Je vais y venir parce que vous avez envie d'en parler, Alain Jakubowicz. Je vais y venir, mais jusqu'à quand Nordal Lelandais va-t-il rester dans son centre de soins? Jusqu'à ce que les médecins considèrent qu'il peut réintégrer la maison d'arrêt. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous avez déposé plainte pour violation du secret de l'instruction. Non ? Oui, absolument. Et cette plainte a été prise très au sérieux par monsieur le procureur de la République de Grenoble, puisqu'il a diligenté une enquête qui est actuellement en cours. Qu'est-ce que vous reprochez? À qui d'abord? Et que reprochez-vous? Écoutez, je pense que notre institution judiciaire... oui. D'abord, je tiens à lui rendre hommage. Parce que plainte contre qui? Je crois. Plainte contre les personnes qui ont violé le secret. Violé qui? Écoutez, l'enquête va le déterminer. Monsieur le procureur de la République est allé très loin, d'ailleurs, dans les propos qu'il a tenus, beaucoup plus loin que moi, puisqu'il a incriminé les gendarmes de façon expresse. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'en sais rien. Il a peut-être des renseignements que je n'ai pas. Vous savez, on a des règles. Ces règles, il faut s'y tenir. Ces règles, elles sont fondamentales. Madame le procureur de la République de Besançon les a rappelées. Présomption d'innocence, secret de l'instruction. Et je vais vous donner un exemple. On a beaucoup parlé de l'affaire Daval. L'affaire Daval, elle a été menée à terme parce que ses principes ont été respectés. Parce qu'on n'a rien dit au stade de l'enquête, on n'a rien dit au stade de l'instruction, jusqu'à la mise en examen de celui qui est aujourd'hui présenté comme l'auteur. Ça a parfaitement fonctionné. Et la police, et l'enquête, et les gendarmes ont pu faire leur travail. Et la presse a fait son travail. Ben, la presse n'avait pas d'informations, donc effectivement, elle n'a pas pu mouliner, elle n'a pas pu fabriquer de l'information. Est-ce que les informations données ont gêné le déroulement de l'enquête? Oui. Clairement, oui. En ce qui concerne le dossier de cette petite fille, je l'affirme, oui. Mais pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on pollue l'enquête. Parce que toutes les informations données ont été confirmées, maître. Écoutez, quand bien même cela serait le cas, de mon point de vue, le rôle de la presse est de rendre compte, pas de fabriquer de l'information, pas d'auditionner des témoins. C'est à la justice d'auditionner les témoins, pas aux journalistes. Que les journalistes fassent leur travail. Il y a toujours eu une presse d'investigation, elle est nécessaire dans un état de droit. Je ne crache pas sur la presse, c'est un pouvoir indispensable. Et moi-même, comme avocat, combien de fois m'en suis, entre guillemets, servi pour sortir des dossiers lorsque j'étais l'avocat des familles de victimes dans la horrible catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Sans la presse, on n'aurait pas sorti le dossier. Lorsque j'étais avocat de partie civile dans le procès Barbie, dans le procès Touvier, dans le procès Papon, s'il n'y avait pas eu la presse pour relayer ce qui se passait, ça n'était pas les mêmes procès. La presse est indispensable, mais la presse ne doit pas supplanter la justice. Il n'appartient pas, lorsque j'entends des journalistes venir lancer des appels à victimes sur des antennes, les bras m'en tombent, ce n'est pas à nos journalistes d'appeler à dénoncer des victimes. Votre défense était très offensive les premières semaines. Premières semaines très offensives. Attendez, vous avez dit... Là, vous savez qu'ici, j'aime bien que tout soit dit. Vous me connaissez, je vous connais, je vous respecte, on se respecte. Absolument. Il n'y a aucun souci. Mais vous avez dit, la silhouette blanche était une adulte dans la voiture de Lelandais, était une adulte avec un décolleté plongeant. J'ai toujours dit depuis le début du dossier que je ne m'exprimerai pas. Et je ne me suis pas exprimé. J'ai toujours refusé de m'exprimer, ne serait-ce que par respect pour la famille de cette petite fille, en indiquant tant que cette petite fille n'aura pas été retrouvée, je ne parlerai pas. Quand me suis-je exprimé? Lorsque monsieur le procureur de la République de Grenoble a fait une conférence de presse que j'ai considérée... Il avait le droit de s'exprimer.
ce qu'il a dit, pour moi, ne correspondait pas à la réalité du dossier. Et je suis sorti du silence. Et effectivement, j'ai pointé un certain nombre d'éléments dans le dossier, au nombre desquels cette fameuse photographie. Je persiste à dire qu'on ne voit rien sur cette photographie. Maintenant, de toute façon, cela ne sert plus à rien. Le dossier a changé de nature. Et je suis bien obligé d'en prendre acte. J'ai fait mon travail d'avocat. Et j'entends que l'on respecte ce travail d'avocat, qui est un travail qui est effectivement parfois extrêmement complexe, qui parfois n'est pas compris. J'ai fait mon travail d'avocat. Est-ce que l'accélération du temps médiatique dans ces affaires réseaux sociaux, radio, télévision, nuit à la justice, à la bonne administration de la justice? Mais évidemment, oui. Bien sûr, puisque les temps ne s'accordent pas. La justice, c'est la sérénité. La justice, c'est le respect. La justice, c'est le contradictoire. Lorsque je vois que des témoins viennent témoigner sur les antennes de télévision avant de témoigner à la barre du tribunal, c'est absolument incroyable. Vous savez, on a une règle de droit que je crois devoir rappeler. Devant une cour d'assises, lorsqu'un témoin a témoigné au stade de l'enquête ou de l'instruction, on n'a pas le droit d'évoquer son témoignage avant qu'il ait comparu à l'audience. Comment voulez-vous que cela fonctionne lorsque la veille de l'audience, il va témoigner sur les antennes de télévision? Ça fausse le débat judiciaire. Lorsque l'on désigne quelqu'un comme coupable, volontairement ou pas, pendant des mois et des années, est-ce que ça ne conditionne pas ceux qui seront demain les jurés d'assises, qui doivent juger en leur intime conviction? Est-ce que leur intime conviction n'est pas déjà faite au moment où ils arrivent au procès? C'est un problème dans notre institution judiciaire. Et je dois le dire, parce que je considère que je suis avec nombre de mes confrères, et pas seulement les plus célèbres. Vous savez, vous avez reçu un de mes confrères éminents il y a quelque temps. On ne parle pas suffisamment de ces jeunes avocats qui tous les jours se collent aux problèmes, qui sont aux côtés des sans-noms, des sans-grades, qui font un travail extraordinaire en comparution immédiate, qui font un travail extraordinaire pour le droit des étrangers, etc. On n'en parle pas. Et qui pourtant, tous les jours, sont confrontés à cette difficulté. Nous avons une belle institution judiciaire. Nous avons des magistrats qui font un travail admirable dans des conditions extrêmement difficiles. Chacun son rôle. Que chacun reprenne son rôle. Et le rôle de la presse n'est pas d'auditionner des témoins ou de faire des appels à victimes. C'est tout ce que je dis. J'en appelle effectivement au sens de la responsabilité de chacun pour que notre système judiciaire fonctionne bien. Pour tout le monde, y compris ces gens aujourd'hui qui hurlent aux monstres, qui voudraient... J'ai même vu une pétition pour le rétablissement de la peine de mort. Je voudrais rappeler que dans une affaire célèbre, l'affaire de Patrick Henry, défendue par le merveilleux Robert Badinter, ce même Patrick Henry qui a tué un enfant et qui a été sauvé de la guillotine grâce à Robert Badinter, quelques années plus tôt, il criait « à mort, à mort, à mort » lorsqu'il assistait à un procès. Eh bien, parmi ces gens qui hurlent aujourd'hui à l'inhumanité, il y a des gens qui demain feront la une de l'actualité. C'est l'humanité. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier et dans l'institution judiciaire. Nous ne jugeons pas des causes, nous jugeons des hommes. Ce métier que vous avez envisagé d'abandonner, d'arrêter? Non, jamais. À aucun moment. Vous ne laisserez pas tomber. Alors justement, je termine avec deux. Sauf le jour où je douterai de notre institution judiciaire, ce que je ne fais pas, à laquelle je rends hommage. Votre mère était autrichienne, votre père polonais, descendant d'une famille dont tous les parents restés en Pologne ont été exterminés durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu la décision du gouvernement polonais. Il s'agit de punir quiconque laisserait entendre que la Pologne, que des citoyens polonais ont été complices de l'Holocauste. C'est du négationnisme d'État. Et ce qui me revient, mais vous savez, j'ai été élevé avec ça, puisque comme vous le dites, ma famille, que je n'ai évidemment pas connue, a été décimée. Oui, d'une certaine façon, malheureusement, ça ne me surprend pas, venant de la Pologne, puisque c'est effectivement ce qui m'a été enseigné. Mais moi, je suis français et fier d'être français. Et lorsque ma famille s'est réfugiée, elle n'est pas allée dans n'importe quel pays. Elle est venue dans ce pays, dans la patrie des droits de l'homme, dans la patrie des Lumières, dans la patrie qui a su se mobiliser pour un petit militaire, l'affaire Dreyfus, car c'est ça qu'on retenait, non pas l'antisémitisme, mais au contraire que la France s'est élevée. Et moi, lorsque j'entends ce qui se passe en Pologne, eh bien, je suis fier de mon pays. Je suis fier de la façon que nous avons eue de savoir régler cette époque terrible, qui a été terrible pour nos concitoyens. Je suis fier du discours de Jacques Chirac en 1995. Je suis fier de la façon dont nous avons su régler d'une certaine façon notre passé pour pouvoir écrire l'avenir. Et je suis fier effectivement de la façon dont nous avons géré cette terrible histoire.
Merci, maître Jakubowicz. Merci Il est à vous. 8h56, RMC, BFM TV.